Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito de Simon Rochelot. Écoutez, on a fait exprès de plus ou moins en parler, moi et Yann, ou plutôt Yann et moi, si je vais être poli, dans le Yann et Frank d'aujourd'hui et d'hier. C'est la Cour suprême qui est encore au centre de l'actualité. Ils sont quand même sur une séquence assez productive. On dirait la Cour suprême, là, il y a eu l'arrêt Roe v. Wade, il y a eu, récemment, une histoire aussi concernant est-ce que, par exemple, quelqu'un avait le droit de refuser de donner des services à quelqu'un sur des motifs d'orientation sexuelle ou ce genre de trucs-là? Ça aussi, ça a fait parler, mais le gros sujet qui a fait parler et qui est couvert de manière très différente selon le point de vue. Donc, si vous lisez les médias canadiens, en particulier québécois, ou les médias américains plutôt démocrates, je dirais, on a presque l'impression que la Cour suprême vient de redonner de la légalité comment je pourrais dire ça, à l'esclavage. Là. C'est presque quasiment comme ça que c'est présenté. Là. J'ai vu Michelle Obama qui nous disait que c'était épouvantable. Euh, Bref, que c'était une tragédie. Si vous lisez des médias plus conservateurs ou libertariens, vous allez avoir ce type de couverture-là où on nous dit que c'est la fin de la protection légale pour la discrimination basée sur la race. Donc, c'est cette décision-là prise par la Cour suprême aux États-Unis et là, c'est très précis. Il faut être précis dans cette affaire-là parce que là, tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle puis que j'étais content quand tu m'as proposé ça comme sujet. Ça concerne quoi exactement la décision qui a été prise? Parce que là, tout le monde pense que ça concerne tout puis n'importe quoi, les trucs gouvernementaux, whatever, mais c'est quand même assez précis ce qui a été rendu comme jugement par la Cour suprême. Puis sur quel point précis là, ça s'attarde, là, cette décision-là? Oui, bon, bien évidemment, la Cour s'est prononcée parce qu'il y avait deux causes distinctes. Une pour l'université Harvard et l'autre, si je me rappelle bien, c'était l'université de la Caroline du Nord. Ouais, c'est ça, University of North Carolina. Puis ça, dans le fond, ce qui était contesté ici, puisqu'il y avait un regroupement d'étudiants qui ont monté ces causes-là, ça s'est rendu en Cour suprême. Ce qui était contesté ici, et la décision est circonscrite à ça, parce qu'un tribunal, peu importe son niveau, tranche en fonction du dossier qui est présenté devant lui. Des fois, évidemment, il y a des décisions qui peuvent avoir d'impact sur d'autres aspects. Tu sais, quand on déclare, par exemple, inconstitutionnel, par exemple, une section du code criminel, par exemple, bien évidemment, ça va déborder seulement ça peut déborder, évidemment, le cadre simplement du dossier. Là, mais en principe, un tribunal ne se prononce que ce qui est présenté, que sur le cas d'espèce qui est devant lui, de façon générale. Des fois, il peut y avoir les gouvernements qui s'y adressent pour d'autres sujets, mais qu'importe. Alors ici, ce qui était la question en jeu, c'était de dire c'était le critère de discrimination fondé sur la race dans l'admission aux universités. Donc, il y a différents critères qui étaient employés par ces universités-là. Donc, un qui était de la discrimination basée sur la race, qu'on présente comme étant de la discrimination positive, du affirmative action en anglais, Mhm. mais c'est ça finalement qui a été déclaré inconstitutionnel, qui a été déclaré non conforme au droit constitutionnel américain. Sur la base de quoi? Principalement sur le 14e amendement de la Constitution américaine, qui est l'amendement qui est intervenu suite à la guerre de sécession aux États-Unis, Mhm. qui s'attarde à beaucoup de choses, principalement tout ce qui concerne des enjeux de citoyenneté, d'égalité devant la loi. Et justement, c'est que à cet amendement-là, il y a une clause qui s'appelle l'Equal Protection Clause. Ouais. Donc, la clause, comment on pourrait traduire ça, là, de protection égale devant la loi, c'est un peu mal traduit, mais vous comprenez, c'est que justement, on est venu dire que c'est d'y aller par. Puis c'est pas un enjeu de moralité ou savoir est-ce que c'est louable ou pas. C'est une Mhm. analyse juridique qui a été faite ici en fonction du droit américain. Puis encore une fois, je me dois dire ici que ce qu'on présente aujourd'hui, c'est pas une opinion juridique, c'est une discussion, évidemment. Donc, c'est sûrement, on a du fun puis on a une belle discussion. Donc, c'est pas une opinion juridique que j'aimais. Mais ici, vraiment, ce qui est question, ça, c'est que c'est une opinion juridique basée sur le droit constitutionnel américain. On est venu dire que non, cette discrimination-là n'était pas constitutionnelle, ce qu'en quelque part, de façon générale, puis on pourra rentrer dans les détails plus tard, mais c'est quand on discrimine en faveur d'un autre, en Ouais. faveur d'un groupe, ben, ça entraîne une discrimination négative envers l'autre groupe. Et ça, ce n'est pas constitutionnel en droit américain, finalement. Ben écoute, je te lis on dit que c'est une décision à 6 contre 3. Mhm. Ils disent précisément la phrase suivante, qui je pense que résume un peu toute l'affaire. Ils disent separate but equal
is inherently unequal, said the majority quoting Brown versus Board of Education. Et là, on dit, suite à ça, étant donné que la Cour a traité le titre 6 de la Loi sur les droits civils de 1964 comme interdisant toute discrimination qui serait illégale en vertu de la clause de protection égale du 14e amendement, donc ce que tu viens de dire, la Cour a conclu que même les collèges privés tels que Harvard doivent se conformer aux règles de protection égale. Étant donné que la loi sur les droits civils s'applique également aux institutions publiques et privées et que son libellé est explicite, la Cour aurait peut-être été plus prudente de trancher l'affaire sur des bases légales, mais son résultat est sûrement conforme à la lettre de la loi sur les droits civils et au minimum à l'esprit du 14e amendement. Donc, c'est ça. Donc, on dit autrement dit, on dit, vous ne pouvez pas être en accord avec un principe et dévier d'une certaine manière de ce principe-là pour des raisons, comme on dit, de affirmative action. Donc, c'est égal, c'est égal. Si tu dis, bah, c'est égal, mais ça va être un petit peu plus égal pour l'autre, ben en fait, c'est la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui disait on désire toujours l'égalité avec ceux qui en ont plus, jamais avec ceux qui en ont moins. Donc, Ben, c'est un peu ça l'esprit qui est en arrière de ça, c'est-à-dire que égalité ou égalité, mais il y en a qui ouais, on va tweaker l'égalité un peu. Là. C'est un peu ben, ça. Là. si je peux me permettre de citer, tu as le juge Roberts qui a écrit la décision pour la majorité de la Cour. Une phrase très simple ici. On traduira ensuite. A benefit provided to some applicants, but not to others, necessarily advantages the former group at the expense of the latter. Ça, quand ça vient dire, c'est que quand tu donnes un bénéfice à certaines personnes qui soumettent leur candidature, mais pas aux autres, ben, ça avantage le premier au désavantage du second. Et ça, si on revient à ce que je disais il y a quelques instants, c'est que le droit constitutionnel américain ne permet pas de discriminer de façon négative. Si tu veux y aller, on pourra revenir, mais il y a des cas où de façon très circonspecte, on pourrait dire qu'on peut faire une sorte d'affirmative action, mais il ne faut jamais qu'il y ait un élément négatif. Et là, ben ici, c'est ça qu'on vient de dire. Quand quelque part, on vient, on dit, ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a un impact, il y a des effets délétères envers le second groupe, finalement. Quand tu parlais de Brown contre versus Board of Education, ça, c'est le principe, de ce que tu mentionnais, le separate but equal, ben ça, c'était quoi? C'est que c'est venu casser la ségrégation dans le domaine de l'éducation. Donc, on retourne plusieurs décennies en arrière. Et évidemment, le droit américain, il y a eu d'autres décisions qui sont venues depuis. Bon, ça s'inscrit dans ce contexte-là, puis le droit a continué d'évoluer. Puis c'est ça un peu que la Cour est venue de souligner à nouveau dans sa décision. Pour le dire, puis c'est drôle que ça vienne un peu dans la conversation parce que ça parle de ça, en fait, dans la biographie de Joe Biden dont je parlais l'autre fois dans le podcast avec Yann. C'est que un de ses premiers engagements en politique, Biden, c'était sur ce truc-là en particulier, le fait qu'il y avait des écoles de pour noirs, des écoles pour blancs et qu'il y avait ces milieux-là étaient ségrégés. D'ailleurs, ironiquement, il était pour le maintien de la séparation des écoles à l'époque. Ça, c'est peu su, là, mais c'était comme ça. Pour toutes sortes de motifs là, dont j'oublie les détails. Là. Mais bref, donc Fait qu'en fait, c'est une espèce de débat. Je pense que c'est important d'expliquer un peu les décisions de Cour suprême comme les décisions de justice en général. C'est un peu ce qu'on avait comme discussion l'autre fois par rapport à la gang de bizarres qui voulait poursuivre le gouvernement pour crimes climatiques ou je ne sais pas trop. C'est qu'à un moment donné, le jugement qui est rendu, ce n'est pas la Cour dit que le gouvernement est bien et est correct en matière d'environnement, c'est qu'il vient dire, en fait, vous n'aviez pas de cause. Votre cause n'est pas une cause, elle n'est pas recevable. On n'a pas d'appui là-dessus. Donc, eux, ce qu'ils viennent dire, c'est pas on devrait donner plus de chance aux gens de minorité visible, ou moins de chance. Ce n'est pas un jugement de nature morale, c'est un jugement de nature légale. De dire, comme dans le cas avec Roe v. Wade, c'est non, le droit, par exemple, à l'avortement n'est pas protégé par tel amendement. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la Constitution. Puis là, ce qu'ils disent, c'est les affirmative action, que nous autres, on appelle discrimination positive, ne sont pas compatibles avec le 14e amendement qui était cité. Donc, eux, en fait, c'est ça le job. C'est de rappeler quels sont les principes généraux et directeurs de la Constitution et comment ça devrait être, comment la loi
doit s'y conformer. Donc, ça me fait toujours un peu sourire là, qu'on voit toujours une espèce de dimension ultra. Je comprends là, que les juges sont nommés, par exemple, de manière partisane, mais c'est le cas ailleurs aussi. Là, je veux dire, n'allais pas penser que nécessairement tous les juges dans d'autres juridictions n'ont pas d'allégeance personnelle à tel parti ou sont pas plus ou moins de gauche ou de droite ou libéral ou plutôt conservateur. Là. Donc, c'est ça. Ben, Ça, je le veux dire, c'est juge, pas un juge, c'est un être humain. Ce qu'on lui demande, c'est d'aspirer à l'impartialité, finalement. Puis quand il y a des cas où, que finalement, par exemple, il y a des intérêts personnels ou quoi que ce soit, on s'attend à ce qu'un juge se récuse, c'est-à-dire qu'il se retire. Mais en tant que tel, je veux dire, les juges, ils votent comme tout le monde. Bon, ils ont des opinions comme tout le monde, juste que ça ne doit pas transparaître dans, dans leurs décisions. Mais ce qui est intéressant avec ce que tu viens juste de mentionner, c'est que, bon, cette décision, dans le fond, je disais que c'est c'est deux causes distinctes, mais c'est une décision qui a été rendue par le juge Roberts. C'est ça, les tribunaux font ça souvent quand il y a des causes simultanément qui se ressemblent. On joint les causes d'action, puis bon, on tranche tout ça en même temps. Là. Mais c'est que, tu sais, justement, l'argument moral ou historique, ou peu importe, de dire, ben, les groupes, ça a été des groupes défavorisés historiquement, etc., c'est pas quelque chose qui a été accepté dans le droit américain récent. Puis je dois dire, les deux universités américaines en cause, Harvard, l'Université de la Caroline du Nord, même si elles ont perdu, ils ont quand même été habiles dans leur défense, beaucoup plus que ceux que les gens souvent plus à gauche qu'on a entendu sur la place publique aux États-Unis défendre le affirmative action. Parce que qu'est-ce qu'on entend souvent sur le affirmative action? Le texte le texte du National Review a quand même été bon là-dedans. Il souligne, c'est qu'il dit que parmi les journalistes et les activistes, ce qu'on entend souvent, c'est que faire du affirmative action, c'est-à-dire qu'ils ont des préférences, c'est basé sur la race, par exemple, pour avancer certains groupes. C'est comme une forme de réparation pour la discrimination passée. ouais. Mais il n'y a aucune des universités qui a invoqué ça. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que la Cour suprême des États-Unis a dit que la discrimination basée sur, je vais dire, the court has long held that race discrimination can be used as a remedy for other past discrimination only if it is very narrowly tailored to harms suffered by particular people. C'est qu'on dit que, là, on s'approche tranquillement de ce que je disais un peu plus tôt, c'est que ça, tu peux en tenir compte, mais il faut que ce soit dans un spectre très, 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 très restreint. Tandis que là, ce qui est mis de l'avant par ceux qui revendiquent, ceux qui sont les défenseurs de ce qui a été rejeté ici, c'est la discrimination positive basée sur la race des admissions au collège aux universités américaines, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large. Ouais. C'est quelque chose que la Cour souligne dans sa décision également, qu'il y a toutes sortes de problèmes. On pourra y embarquer, mais je ne sais pas si avant, tu avais d'autres éléments là, Non, oui, deux choses. La première, c'est moi, le problème philosophique que j'ai avec le principe de la réparation, c'est vraiment ça qui est au cœur de cette affaire-là, c'est de dire que les affirmative action, c'est pour réparer les inégalités de la justice. En fait, les inégalités qui ont perduré durant longtemps dans le passé. Mais je trouve philosophiquement injuste que ceux qui paient les frais de la réparation sont des gens non impliqués dans l'injustice comme telle. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord que des gens par le passé étaient discriminés puis ont vécu de l'injustice par rapport à un autre groupe social. Mais ce n'est pas aux descendants ou aux descendants présumés de ces gens-là de payer la note pour la réparation de l'injustice. Tu sais, si moi, je commets un crime, par exemple, et que j'y suis condamné, je peux très bien personnellement m'engager à dire, ben, pour essayer de réparer les pots cassés, puis pour essayer de faire réparation, amende honorable, je vais donner de l'argent à des organismes de charité, par exemple, ou aux gens que j'ai lésés, je vais essayer de les supporter financièrement. Mais je trouve irraisonnable que, par exemple, si j'avais des enfants ou qu'eux avaient des enfants, ou même plusieurs générations plus bas, ils le fassent à ma place. Ça me paraît, c'est comme si on présupposait que la culpabilité peut se transmettre par le sang, puis que les gens aujourd'hui qui sont là, de par leur couleur de peau, sont tributaires des injustices que les gens qui avaient la même couleur qu'eux il y a 300-400 ans ont commis. Ça me paraît, ça me paraît déraisonnable. L'autre point, c'était juste mentionner que John Roberts, donc le juge dont tu parles, je vais juste le présenter un peu parce que des fois, les gens ne Mhm. connaissent pas Oui, ben oui, ben oui. les gens connaissent pas les individus. Donc, John Glover Roberts, c'est important de mentionner que c'est plutôt un centriste, en fait. Hein.
Parce que là, on nous présente toujours là, la Cour suprême républicaine, blablabla. Donc, Robert, oui, il a été nommé par George W. Bush en 2005 à la Cour suprême des États-Unis, mais à l'époque, sa nomination avait été quand même assez contestée parce qu'on dit que globalement, même s'il est plutôt conservateur ou associé au milieu conservateur, il forme Oui. souvent il se rallie souvent aux causes des autres juges plutôt progressistes. Par exemple, en 2012, il a voté en faveur de la validation de l'Obamacare. Il a présidé l'espèce de procès en destitution de Trump dans la présidente au Sénat. C'est pas du tout un pro-Trump. Donc, tu sais, je veux dire, c'est pas. Les gens qui vous présentent ça comme c'est une espèce de MAGA complètement écervelé, là, oubliez ça. Là. Non. C'est complètement faux. C'est plutôt un centriste. Oui, exact. Tellement que je me rappelle, suite à sa nomination, t'en as des gens issus du mouvement conservateur qui étaient déçus en quelque part parce qu'ils s'attendaient d'avoir des décisions qui iraient davantage de leur côté finalement. Donc, c'est pour Exact. mettre Donc, les choses en perspective, là. donc, si lui dépose le truc, puis il est comme un peu, entre guillemets, porte-parole de la Cour suprême, là, ben, je pense que je pense qu'il incarne une opinion qui est quand même assez majoritaire, une opinion juridique, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire que je pense que son opinion là-dessus, elle correspond à une espèce de position mitoyenne. Là. Oui, et puis c'est parce que j'ai vu des affaires sur Reddit puis à d'autres endroits, les gens qui disaient là, ne vous trompez pas, le banc de la Cour suprême tel qu'il est composé actuellement, c'est le banc le plus conservateur de l'histoire des États-Unis. Tu dis, ben voyons donc, arrêtez. En fait, c'était pas le mot conservateur qu'on disait, c'est le banc le plus à droite. Encore une fois, j'aime pas, que ce soit l'étiquette conservateur ou l'étiquette de droite, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là? On comprend gauche pour bien du monde, gauche c'est les gentils, droite c'est les méchants. Là. Mais je veux dire, écoutez, avant la guerre de sécession, puis la Cour suprême en parle dans sa décision qu'elle a rendue la semaine dernière, puis elle dit qu'il y a eu des précédents regrettables à la Cour, mais avant la guerre de sécession, les États-Unis, la Cour suprême des États-Unis a déjà rendu une décision suivant laquelle les Noirs ne pourraient pas être des citoyens, n'étaient pas considérés, ne pouvaient accéder à la citoyenneté américaine. Ils n'avaient pas droit aux mêmes droits, protection, etc., que les citoyens américains. Je veux dire, écoutez, là, quand quelqu'un vous dit que la Cour suprême actuellement, c'est comme la Cour suprême la plus méchante, la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême la plus méchante que j'ai jamais existé, je veux dire, attendez, là, faut. Manque encore une fois un peu de perspective historique, là, je pense. C'est bien beau l'enflure verbale, là, mais ça aide pas à la compréhension de personne, ça, là. Non, c'est ça. Parce que je pense que ça va intéresser nos auditeurs. Pour ce qui est du Canada, qu'est-ce qu'il y en est de. Parce que tu me parlais que bon, il y a quand même une distinction fondamentale entre le système américain et le système canadien. Où est-ce qu'on en est au Canada par rapport à cette notion-là de discrimination positive / affirmative action? Donc, je pense que c'est quand même très différent. Là. Oui, ben, en droit canadien, ce qu'on a, c'est que dans la Charte canadienne des droits et libertés, on a un article, l'article 15, qui concerne le droit à l'égalité. Donc, évidemment, un peu comme ce qu'on peut avoir dans le 14e amendement de la Euh, Constitution américaine avec l'Equal Protection Clause. Ouais, ça, Le c'est. Oui, ça, partage ici c'est. à l'écran, c'est quand même Oui, pas très gros, là, mais oui. les gens, vous voyez un peu de quel article il s'agit. Je lis, c'est l'article 15 ici. La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous. Et tous ont droit à la même protection et aux mêmes bénéfices de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Ouais. J'avais souligné le mot notamment parce qu'évidemment, ça, c'est pas une liste exhaustive. Là. Il peut y avoir des concepts analogues à ça, là, ça on le comprend tous. Mais au paragraphe suivant, c'est ce paragraphe-là qui concerne l'éditeur, parce que ça, en tant que tel, ce titre-là ne fait pas partie de la loi comme tel, là, mais quand c'est écrit programme de promotion sociale, ben, ça, en quelque part, c'est ce qu'on vient de dire là. Moi, je vais le lire aussi pour le Oui, bienfait vas-y, des oui, auditeurs. On dit le paragraphe 1, donc que je viens de lire avant, n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinées à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leur déficience mentale ou physique. Donc, les mêmes catégories qui sont utilisées précédemment dans le paragraphe précédent. Donc, et ce qu'ils viennent dire, c'est ben, on veut, autrement dit, on déclare comme non-avenue la discrimination classique, entre guillemets, mais ça vient,
il n'y a pas comme corollaire avec ça que des formes de discrimination positives seraient acceptables. Ben, en fait, c'est ça. C'est que c'est ça. Ça dit ce que ça dit. Tu sais, je disais le suicide ne fait pas partie de la loi. Je veux dire, il est là, mais en tant que tel, c'est pas ça qui a force de loi. C'est que si on le reprend, ben c'est ça. Ce qu'il faut en comprendre de ça, c'est que tu sais, si c'est vu, ben c'est ça. Ça s'inscrit dans un contexte de discrimination positive, de affirmative action. Appelez ça comment vous voulez, mais ça revient un peu à ça. C'est qu'on dit en quelque part qui ne doit pas, tu sais, que c'est l'égalité de tous devant la loi, égalité de bénéfices, égalité de protection. Ça, notamment à l'égard des motifs de discrimination les plus reconnus qui sont énumérés dans l'article que tu as lu précédemment. Fait que, la race, couleur, religion, sexe, etc. Mais, puis les motifs, ce qu'on appelle les motifs analogues aussi, donc ceux qui s'y ressemblent, comme je viens de mentionner. Mais on dit que, ceci étant dit, ça ne vient pas pour autant interdire. Tu peux y aller avec des programmes qu'on pourrait faire en quelque sorte, donner corriger, d'améliorer la situation de groupes là, défavorisés, opprimés, etc. Là, mais disons, c'est ça, tenons-nous-en aux groupes défavorisés. Fait que finalement, ben, c'est ça, c'est que, tu sais, un peu si on fait une distinction par rapport au droit américain, ben, la Cour suprême américaine, qu'est-ce qu'elle vient nous dire la semaine dernière? Ben, encore une fois, dans le contexte très restreint de l'éducation, que la discrimination fondée sur la race, par exemple, ne peut pas être un motif dont on peut se servir pour juger de la valeur ou retenir un candidat plutôt qu'un autre dans le processus d'admission aux universités américaines. Encore une fois, c'est une décision qui est circonspecte au collège, aux universités américaines. On comprend que ça va avoir des effets qui vont en déborder. C'est un peu comme on a mentionné, on a passé un peu rapidement là-dessus, mais c'est parce que toute cette évolution-là, on parlait brièvement de la ségrégation de l'éducation historiquement aux États-Unis. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont bougé au niveau des droits civiques, qui sont partis d'abord de l'éducation, puis après ça, oups, ça s'est ramassé ailleurs. Il y a eu d'autres causes qui sont survenues. Ouais. Les différents législateurs aux États-Unis se sont adaptés, etc. Ben, là, c'est ça. C'est qu'ici, tu dis, ben, là, on vient de nous dire aux États-Unis que, ben, écoutez, dans un contexte d'admission dans les universités américaines, non, ce n'est pas un motif. Ça viole le 14e amendement de la Constitution, plus spécifiquement la Equal Protection Clause. Au Canada, c'est un peu différent. C'est qu'on nous dit, oui, égalité devant la loi, égalité de bénéfices et de protection, mais en même temps, on ne veut pas interdire les programmes ou toute activité qui serait destinée à venir en aide ou à améliorer la situation des groupes ou d'individus défavorisés. Donc, on comprend finalement que, disons, je simplifie, disons qu'on soit en termes un peu profanes, on simplifie ça à sa plus simple expression. Donc, c'est par là qu'on peut y aller avec des programmes de discrimination positive. Puis c'est pour ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut présumer que c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de contestations à l'encontre de ça que ce qu'on a pu voir aux États-Unis plus dernièrement ou depuis un peu plus longtemps. Un peu comme on mentionnait dans le texte de la presse d'hier que tu as lu, le texte d'opinion. Il ne faut pas, veux pas, même si on n'a pas exactement le même droit et qu'on n'a pas le même droit, etc., on a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent entre notre droit et le droit américain quand même, mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une décision qui a été rendue aux États-Unis. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça ait absolument aucun impact dans la réflexion ou quoi que ce soit, tout le moins, mais notre Constitution, elle est différente de par notamment l'article 15 de la Charte canadienne. Donc, je trouve que c'est un comparatif qui est intéressant. Puis il y a autre chose aussi, hein, un peu plus loin, toujours dans la Charte, si on va à l'article 25, ben là, on fait référence au maintien des droits et libertés des Autochtones. Puis là, on dit que la Charte, justement, ça ne porte pas atteinte aux droits ou aux libertés ancestraux issus de traités ou autres des peuples autochtones du Canada. Là, on fait référence notamment à la proclamation royale de 1763 qui a accordé toutes sortes de pouvoirs aux peuples autochtones, c'est par la couronne britannique. Puis aussi, droits ou libertés existants issus d'accords des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. Fait que voyez-vous, tantôt, je disais que j'avais lu un passage, ou en fait, j'avais mentionné un passage de la décision de la Cour suprême où est-ce qu'on disait que, juste y revenir là, pour avoir le bon vocabulaire, mais en quelque sorte, c'est qu'on venait dire que ça ne devait pas avoir d'impact. En fait, je pense que c'était plutôt en pré-show que je discutais de ça avec toi, là, c'est que on ne devait pas tenir compte finalement, ou en tout cas, on essayait de moins possible de tenir compte du contexte historique. On avait mentionné dans le National Review, là, on disait, il y avait le passage que j'avais lu comme quoi que, bon, quand c'est très restreint, quand c'est très limité à un groupe, là, c'est permis. Ben là, voyez-vous, ici, tu as quand même quelque chose qui est spécifique aux Autochtones, qui vient comme qui vient s'ajouter, de dire, ben, indépendamment de ce qu'on a pu dire au droit à l'égalité, puis c'est un test distinct, hein, celui de l'article 25, c'est-à-dire qu'on a l'article 25 qui parle des droits et libertés des Autochtones.
Avant, on a parlé du paragraphe 2 de l'article 15, que là, il parlait que, tu sais, finalement, ben, le droit à l'égalité n'est pas censé porter atteinte au programme, tu sais, qui mettent de l'avant la promotion des groupes minoritaires. Ben oui, c'est ça, c'est déjà des distinctions qu'on peut faire par rapport au droit américain. Ce qui est bien, c'est qu'un peu plus loin, à l'article 28, on mentionne qu'indépendamment des autres dispositions de la Charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. Ça, c'est une très bonne chose, évidemment. Je pense que ça, c'est self-evident. Je pense pas besoin de s'éterniser là-dessus. Mais justement, pour faire les distinctions qui s'imposent, parce que ce que je trouve toujours un peu malheureux quand il y a une décision qui est rendue aux États-Unis qui fait beaucoup de bruit ici, c'est qu'on a toutes sortes de commentateurs qui sortent, qui ne maîtrisent pas les concepts, que ce soit de droit américain, droit Non, non. canadien, peu importe. Donc là, on se permet de tirer toutes sortes de conclusions, toutes sortes d'amalgames. Autant que j'ai dit il y a quelques instants que je peux comprendre que ça fasse des vagues ici, puis que bon, ça peut alimenter la réflexion de certains juristes, etc. Mais on est quand même. C'est pas la même constitution, c'est pas les mêmes dispositions constitutionnelles ou législatives qu'on a ici. Donc, il faut être prudent. Il faut toujours, encore une fois, remettre les choses dans son contexte avant de partir en peur ou d'affirmer un peu n'importe Ah, quoi, exact. finalement. Mais tu sais, c'est quand même assez incroyable qu'au final, il y a le texte que tu m'as envoyé dans la presse qui en parle Mhm. et il y a le texte de notre ami Samuel Rasmussen qui l'a publié dans Québec Nouvelle, mais c'est à peu près tout, là. Le reste, c'est du petit commentaire au ras des pâquerettes, puis il n'y a pas eu grand-chose qui a été dit là-dedans, là. Or, dans le texte de Samuel, là, qui s'appelle Fin de la discrimination positive aux États-Unis, point d'interrogation, il y a un bout que je trouvais intéressant dans son texte. Il disait, je l'ai ici, l'Université Harvard a laissé entendre qu'elle utiliserait l'ouverture laissée par la décision de la Cour suprême. Cela signifie qu'elle pourrait continuer à prendre en compte les commentaires des candidats sur la manière dont leur couleur de peau a affecté leur vie, que ce soit en termes de discrimination ou d'inspiration dans les processus d'admission. Cette approche pourrait permettre à Harvard de minimiser l'impact de l'arrêt de la Cour suprême. Cependant, malgré cette ouverture potentielle, des inquiétudes persistent quant à la sous-représentation des minorités sur les campus universitaires. Certains estiment que penser que les étudiants des minorités prennent la place d'étudiants blancs plus riches est injuste. Cette opinion souligne l'importance de la diversité et remet en question la décision de la Cour suprême. Et là, il y a un petit bout ici. On dit ce verdict de mettre fin au programme de discrimination positive dans les universités soulève des arguments solides quant à la nature de ces politiques et de leur inconstitutionnalité. Voici une argumentation basée sur ces points. Et là, il dit la discrimination positive étant fondamentalement injuste, suppose de favoriser certains groupes ethniques ou raciaux au détriment d'autres dans un processus d'admission universitaire. Cela va à l'encontre du principe d'égalité des chances et de traitement équitable. Les individus devraient être évalués en fonction de leur mérite. Bon, là, c'est un point de vue qui défend ici. Mais ce que j'aime, c'est qu'il il dit, par exemple, il amène quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler. Il dit, bien que les partisans de la discrimination positive soutiennent qu'elle vise à corriger les inégalités historiques, donc ce qu'on a dit précédemment, il existe des arguments selon lesquels ces politiques ne parviennent pas à s'attaquer aux véritables causes des inégalités socio-économiques. Plutôt que de traiter des problèmes structurels qui affectent les communautés défavorisées, la discrimination positive se concentre sur des mesures superficielles telles que la race, ce qui peut masquer les véritables problèmes sous-jacents. La recherche de la diversité ne passe, la recherche de la diversité ne nécessite pas la discrimination positive. Mais là, il y a tout un argument. Mhm. Je pense que ça suscite quand même des réflexions qui sont intéressantes à avoir, Oui, oui, tout à fait. peu Tout à importe fait. ce qu'on pense de ce dossier-là. Puis, by the way, dans le cas du Canada, c'est que le Canada est un pays fondé sur une espèce de numéro d'équilibrisme permanent entre les deux peuples, ce qu'on appelle les deux peuples fondateurs. Là, on a parlé des Autochtones avant, mais Mhm. laissons-les de côté pour les biens de la suite de la conversation. Et ça se sent constamment dans ce débat-là, parce que, par exemple, vous avez un parti comme le Bloc québécois qui, dans ses temps libres, nous dit qu'ils sont anti-woke et contre la cancel culture et tout ça. Mais d'un autre côté, ils nous disent ben, il faudrait, par exemple, qu'on préserve le poids politique du Québec en garantissant, peu importe le pourcentage de la population canadienne que nous représenterons dans l'avenir, il faudrait, par exemple, nous conserver 25 des députés pour qu'on puisse garder notre poids politique. Ben, c'est une forme de discrimination positive. C'est-à-dire que tu viens dire, ben, vu que les Canadiens français par rapport aux Canadiens anglais étaient en minorité, ben, il faudrait faire une genre de loi pour
leur donner un peu un. Puis qu'est-ce que vous venez faire avec ça? Ben, vous venez discriminer d'une certaine manière les électeurs des autres provinces qui, eux, vont voir la valeur de leur vote d'une certaine manière se diluer, alors que celle du Québec, des Québécois, va augmenter. Parce que vous comprenez que si un jour on est 14 de la population, mais qu'on a encore 25 par exemple, ou 24 du poids politique, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre. En tout cas, à mon avis, ça me paraît un peu injuste, même si on comprend que c'est pour des raisons historiques que les gens amènent ça. Donc, ça va, tu sais, le débat de la discrimination positive va beaucoup plus loin. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça va beaucoup plus loin que les simples questions d'admission à l'université, même si c'est ça qui est à l'origine de la discussion. En ce moment, ça peut aller très loin, cette notion-là de réparation du passé, puis là, je pense que c'est un exemple qui parle parce que ça nous concerne, nous, Canadiens, Français, Québécois, francophones. Oui, oui, tout à fait. Puis, d'où l'importance, encore une fois, de faire preuve de modération, puis de perspective dans notre analyse, parce que c'est des questions qui sont définitivement complexes. Puis, faut être, tout le monde a le droit d'émettre une opinion comme nous, on le fait présentement, puis c'est bien correct, mais justement, c'est que si tu as des groupes, par exemple, comme le Bloc québécois qui essaie qui essaie de ménager la chèvre et le chou, ben, c'est parce qu'à un moment donné, finalement, tu risques d'être confronté à une incohérence dans ton propos. Ouais. Fait qu'il faut faire attention à ça. Je me dis peut-être que les auditeurs seraient curieux de savoir, OK, ben, est-ce qu'il y a eu des exemples en droit canadien qui pourraient ressembler à ça? Bon, comme j'ai expliqué, ben, c'est quelque chose qui a été beaucoup moins contentieux jusqu'ici en droit canadien. Il y a peut-être un exemple plus spécifique qui mériterait d'être mentionné, c'est un arrêt de la Cour suprême de 2008 qui est l'arrêt CAP, K-A-P-P, oui, c'est ça. Ça, c'est quoi? Ben, ça mettait en jeu une question de droits de pêche prioritaires. Je ne vais pas trop rentrer dans les thèmes, ça donne des droits de pêche prioritaires à des groupes autochtones en Colombie-Britannique. Donc, il y a des groupes de non-autochtones, évidemment, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ça a été contesté, ça a monté en Cour suprême. Finalement, la Cour suprême est venue maintenir. C'est une décision, dans une décision, en fait, tu avais 8 juges dans une opinion unanime. En réalité, tu avais 8 juges qui ont écrit l'opinion pour la majorité. Puis tu avais un juge qui était le juge Bastarache, on se rappelle de lui, le juge de la commission Ben Charbonneau, oui. qui lui avait écrit une opinion concurrente qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il arrive à la même conclusion, mais pour des raisons différentes, que finalement, ses droits de pêche privilégiés ou prioritaires aux Autochtones ont été maintenus. Pour les 8 juges, ça a été maintenu sur la base de ce qu'on parlait tantôt, l'article 15, avait à son paragraphe 2, où c'est que les programmes d'accès à l'égalité, là, disons, peut-être c'est mal dit là, comment je le présente, là, mais ça revient à ça, là, essentiellement c'est le programme programme ou activité destiné à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés. Donc, ça a été préservé par ça. Ce que les juges sont venus nous dire, c'est que à partir du moment que le gouvernement arrive, invoque ça, ben finalement, ça suffit. On dit, écoutez, ce programme-là, il a été mis de l'avant. Selon ces dispositions-là, ça va. Donc, si jamais ça n'avait pas été invoqué, ben là, il faut y aller plutôt avec l'analyse. C'est quand on vient au début de l'article où est-ce qu'on dit, ben finalement, là, les critères plus généraux, que tu ne dois pas faire exception de personne, que la loi doit s'appliquer à tous. Il ne faut pas que tu discrimines sur des motifs, discrimination sur des motifs énumérés ou analogues, donc des questions de race, religion, etc., c'est pas admis. Le juge, puis la majorité est venue nous dire, ben, on ne trouve pas ça opportun de s'embarquer sur l'article qui était spécifique, l'article de la Charte canadienne qui était spécifique aux droits des Autochtones, là, donc qui était l'article 25. La majorité n'a pas jugé nécessaire d'aller là. Lui, le juge Bastarache serait plutôt allé là-dessus pour dire non, non, écoutez, pas besoin d'y aller avec l'article 15, juste avec cet article-là. Pour toutes sortes de raisons. C'est une opinion concurrente, c'était pas l'opinion majoritaire, mais quand même, ça serait là la majorité pour les conclusions. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Je trouvais que c'est une analyse intéressante en soi comme raisonnement. Ils ont écouté, on n'a pas besoin d'y aller avec les trucs ce qui revient à la discrimination positive, etc. On a une disposition spécifique pour le maintien des droits et libertés des Autochtones. Ça suffit. Donc, voyez, en vertu de ça, c'est correct d'accorder des droits prioritaires de pêche aux Autochtones. Mais finalement, c'est pas ça l'opinion de la Cour en tant que telle. L'opinion est y allée, comme je vous disais, avec la protection des programmes d'accès, maintien à l'égalité, etc. Mais c'était ça, je vous dirais, la principale cause qui me vient à l'esprit. Fait que c'est là qu'on est, c'est plutôt là qu'on se trouve en droit canadien. Là. Fait que, je m'attendais à ce que les gens voudraient quand même avoir Oui. Non, c'était pertinent de le mentionner. C'est ça. Écoutez, dans la partie Patreon, chers auditeurs, on va parler
à mon avis, de ce qu'on pourrait appeler les dérapes possibles de cette logique-là, du affirmative action ou de la discrimination positive, avec le cas de la Nouvelle-Zélande. Écoute, le journal The Guardian nous apprenait que la Nouvelle-Zélande commence à utiliser le principe de la discrimination positive pour ce qu'on appelle les chirurgies électives dans ces hôpitaux, où certains groupes minoritaires, notamment les Maoris, passeraient avant les citoyens, je ne sais pas comment dire, là, mais les autres citoyens De finalement, descendance européenne, ouais, disons, de là. descendance européenne, etc., parce qu'on dit que le life expectancy, donc l'expérience de vie des Maoris et ce qu'on appelle les Pacific Men, là, donc j'imagine que c'est comment on appelle ça, pas indigenous people, là, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, serait beaucoup moins élevé, donc de presque 10 ans des Mhm. Européens, donc ce qui justifierait de les traiter en priorité, etc. À mon avis, là, on s'approche vraiment d'un point de non-retour où là, vous mettez la vie des gens. Vous pouvez mettre la vie des gens en danger pour des questions idéologiques, ça me paraît. Donc, on va en parler dans la partie bonus Patreon. Vous pouvez vous joindre à nous au patreon.com/isénéchal.